ça a été ton rendez-vous chez le gynécologue? Non, vraiment, ça me saoule. Ah bon? Pourquoi? À chaque fois que je vais chez la gynécologue, c'est toujours la même chose. En fait, c'est toujours à nous de penser à ça. C'est comme s'il y avait rien qui était fait pour les hommes. Bon, on a quand même le préservatif, non? Oui, mais il y a plein d'hommes qui veulent pas le prendre. C'est comme si c'était toujours aux femmes de prendre la responsabilité de la contraception sur leurs épaules. Ouais, en vrai, t'as raison, mais je suis sûr qu'il y a quelque chose qui existe pour les hommes, non? Si tu veux, on peut regarder ensemble. On a donc commencé les recherches. Pour les hommes, il existe seulement le préservatif, le retrait, mais c'est pas vraiment fiable, et la vasectomie. Mais c'est quoi la vasectomie? Ah, c'est une opération qui touche les testicules. En plus, au Québec, ils sont champions. Il y a plus d'un tiers des hommes de plus de 50 ans qui l'ont fait. Oui, en fait, c'est comme une ligature des trompes, mais en beaucoup plus simple. Mais c'est quand tu veux vraiment plus d'enfants. Ouais, mais c'est cool parce que du coup, l'homme là, il peut prendre en charge la contraception, mais bon, faut vraiment avoir conscience que c'est irréversible. Mais il faudrait quelque chose comme la pilule, quelque chose qui se prend au court terme et qui serait réversible, justement. Mais sinon, regarde, il y a un truc qui s'appelle le Resurg. C'est une sorte de gel. En gros, ça bouche le canal des spermatozoïdes. C'est un peu comme une vasectomie, alors? Non, parce qu'en fait, il faut injecter un autre produit pour dissoudre le gel. Donc, techniquement, c'est réversible. Oh, mais apparemment, il y aurait des problèmes sur la fertilité, c'est encore en phase de test. Sinon, il y a l'injection de testostérone, une fois par semaine en intramusculaire. En fait, quand il y a trop de testostérone dans le sang, la production de spermatozoïdes s'arrête. Bon, ça a été validé par l'OMS, mais c'est un processus assez coûteux et contraignant, c'est pas vraiment utilisé. Au Québec, on ne trouvait rien, donc on a contacté un chercheur pour savoir si certaines choses étaient faites. Au Québec, je pense qu'il n'y a personne vraiment qui travaille en contraception masculine, qui fait des recherches spécifiquement en contraception masculine. Au Canada, probablement pas beaucoup non plus. Il y a quelques groupes aux États-Unis, des groupes vraiment très nichés. Bon, au Québec, il n'y a pas vraiment d'études, mais regarde, aux États-Unis, il y a beaucoup d'articles qui sont très optimistes pour un gel contraceptif. Ça s'appelle le Nesty, donc nestérone et testostérone. C'est un gel hormonal qui passe à travers la peau et interrompt la production de spermatozoïdes dans les testicules. Justement, regarde, il y a un TikTok qui parle de ça. Un gel contraceptif masculin pourrait arriver bientôt, je t'explique. Développé au National Institute of Health aux États-Unis, ce gel combine deux hormones, de la nestérone qui bloque la production de spermatozoïdes et de la testostérone qui lui maintient l'équilibre hormonal. Alors comment ça marche? En fait, il s'agit juste ici pour les hommes d'appliquer ce gel tous les jours sur ses épaules. Seule préoccupation, il faudrait éviter d'avoir un contact tactile avec les femmes et les enfants 4 heures après l'application. Environ 3 mois après le début du traitement, la production de spermatozoïdes s'arrête et l'homme devient donc infertile. Ça a l'air vraiment avancé, donc on a contacté Diana Bliss, qui est chef du programme du développement des contraceptifs à l'Institut national de la santé de Washington. Donc notre objectif est de bloquer la testostérone testiculaire avec le nestérone qui arrête la production de spermatozoïdes, puis de remplacer la testostérone dans le sang à un niveau normal afin que le reste du corps ne perçoive aucun déséquilibre. Après l'arrêt du traitement, la production de spermatozoïdes reprend. C'est une méthode super prometteuse qui est déjà testée sur plus de 200 personnes et toutes étaient satisfaites des résultats. Là, ils attendent du financement pour pouvoir passer à la dernière phase du test, donc la phase 3. Le financement, nous n'en avons pas. Réaliser une phase 3 est très coûteux. Il faut donc près de 2 ans entre l'admission et la sortie, ce qui explique la longueur de l'étude. Si le nombre de participants est important, nous espérons donc collaborer avec une entité commerciale qui souhaite participer. Mais ce ne sera pas dans 5 ans, ce sera plutôt dans 10 ans. En France, il y a beaucoup de collectifs qui parlent de contraception et du partage de la responsabilité. Certains vont jusqu'à gérer leur propre contraception eux-mêmes en utilisant ce qu'on appelle la contraception thermique. On a donc échangé avec Erwan Taverne, qui l'utilise depuis déjà 8 ans. L'idée, c'est de faire en sorte que la contraception ne soit plus uniquement portée par les femmes, parce que quand j'ai découvert la méthode thermique et que j'ai vu à quel point elle pouvait être efficace, simple, il m'a semblé intéressant de pouvoir la diffuser. Bon, du coup, ça existe au Québec? Ben, ça a l'air, il y a même Xavier Comon, qui est un Français qui faisait donc partie de l'association Garcon. Il est arrivé au Québec il y a quelques mois et il a décidé de créer un collectif ici, à Montréal. Donc je suis parti à Montréal. Sur place, j'ai pu rencontrer les contraceptés. C'est un groupe de discussion et de sensibilisation sur la contraception masculine. Ils ont pu me parler de l'anneau contraceptif et de son utilisation. Agréable aussi de se dire qu'on n'est pas aussi dans une démarche purement de soutien, mais aussi soi-même on est déjà force de proposition, quoi. Et donc on se retrouve globalement ou avec des dispositifs un peu comme ça, donc ou des anneaux en silicone, ou des jockstraps contraceptifs. Le pénis qui va être passé à travers et l'enjeu, c'est que ce ne sont pas les testicules qu'on va tirer, mais ça va être la peau
Au final, qu'est-ce qui va arriver donc en tirant le sac? De façon mécanique, les testicules vont remonter, vont venir se plaquer contre le corps. Et donc, techniquement, on va avoir la verge et le sac testiculaire, et les testicules, eux, vont être beaucoup plus hauts. C'est comme une paire de lunettes, on oublie. Okay. Littéralement qu'on le porte. Parfois, j'oublie de l'enlever. Je me dis, merde, j'aurais dû le faire 1 heure plus tôt, peu importe. Pour s'assurer de son infertilité, des spermogrammes réguliers sont nécessaires, mais la démarche reste compliquée et surtout peu accessible au Québec. Disons que pour l'année 2025, comme projet de collectif, c'est vraiment essayer d'établir la plus grande liste de professionnels de lieux où c'est possible d'effectuer des spermogrammes possibles afin de faciliter ce travail. Parce qu'il n'y a pas assez d'études dessus et qu'il manque une étude clinique de phase 3 qui coûte super cher. Et en fait, c'est sûr que les collectifs n'ont pas les moyens de payer cette étude-là. Donc c'est pas non plus une méthode parfaite non plus. On n'est pas en train de dire que c'est une méthode qui va convenir à 100% des gens. Donc c'est ça, c'est aussi logique de se dire qu'il y a des personnes qui vont peut-être essayer, qui ça va pas marcher du tout. Bon, il existe des moyens de contraception fiables à un certain point, mais ce qui ressort beaucoup, c'est que les études, elles, ne suivent pas et que tout changement est précédé d'une initiative sociale. Alors si la contraception devient un jour une charge partagée, ce sera avant tout grâce à un changement de mentalité. À ce sujet, j'ai donné rendez-vous à Fabienne Léveillé, sexologue et étudiante en maîtrise clinique à l'UQAM. La façon qu'ils ont été éduqués par rapport à ça, parce que je pense qu'il y en a qui demeurent dans une pensée très patriarcale, que c'est pas à eux de prendre cette contraception-là, que la grossesse et tout ce qui englobe la maternité et la contraception relève de la femme. Fait que je pense que c'est comme un peu plus large que juste les hommes en général, mais je pense qu'on a beaucoup d'éducation à faire. C'est sûr que c'est tabou la contraception masculine. Je pense qu'il y a beaucoup une notion de jouer avec la masculinité, peut-être un petit peu que les hommes vont ressentir, tu sais, genre si je prends une contraception, c'est quasiment comme je suis moins homme ou comme ça peut affecter ma fertilité. Puis là, si ça affecte ma fertilité, mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Tu veux dire que fertilité rime avec virilité là, dans la tête de certaines personnes, ce qui n'est pas le cas, je confirme. Ces barrières sociales persistent car pendant longtemps, les recherches se sont principalement concentrées sur les femmes. C'est toujours plus facile de s'occuper d'une seule cellule, l'ovule, que de millions de spermatozoïdes, quand on en prend juste un ou quelques-uns qui s'échappent. La médecine, elle a été pensée par les hommes pour les hommes, donc on était bien contents, les gens qui ont pensé cette médecine ont été bien contents de trouver une solution dont le poids pesait sur les femmes, finalement. Le statu quo est comme très intéressant pour les hommes, parce que pour les femmes, l'alternative, c'est de vivre une grossesse non désirée sur son propre corps, alors que pour les hommes, c'est soit on prend quelque chose qui nous amène des effets secondaires potentiels, ou soit on prend rien. Donc, la barre est encore plus haute, disons, pour un contraceptif masculin. Je vois que finalement, on attend d'une méthode de contraception qui, pour les hommes, devrait être ultra pratique, sans aucune contrainte, très accessible, etc. La méthode parfaite, complètement efficace. Ce qui bloque aujourd'hui les recherches, c'est un manque de financement et un désintérêt de la part des industries pharmaceutiques. Ça fait depuis les années 70 facilement qu'on fait de la recherche là-dessus, qu'on a des méthodes qui seraient potentiellement efficaces, mais il y a toujours des obstacles qui peuvent varier. Donc, soit on manque de financement, soit on manque d'intérêt de la part du public. Donc, pourquoi faire des recherches si la mise en marché ne fonctionnerait pas? On a des méthodes qui sont déjà rentables économiquement, avec un marché qui est déjà assuré. Proposer des méthodes médicamenteuses aux hommes, ça demande des investissements coûteux, avec comme perspective peut-être une utilisatrice en moins à chaque fois qu'il y a un utilisateur en plus. La réglementation a également ralenti la progression de la recherche. D'une part, il n'y avait pas un intérêt des grandes firmes pharmaceutiques pensant qu'il n'y aurait pas d'intérêt suffisant pour avoir un grand marché. Et d'autre part, il n'y avait pas, et il n'y a toujours pas, de réglementation auprès de la FDA ou de l'équivalent de la FDA au Canada ou en Europe, qui donne des consignes, des directives qui sont publiées pour la contraception féminine, mais rien pour la contraception masculine. 40 ans après la première étude sur la contraception masculine, aucune méthode fiable et commercialisée n'a encore vu le jour en 2025. Moi, je trouve que c'est comme le gros coït interrompu en tout temps, parce qu'il y a beaucoup d'excitation puis on n'aboutit jamais. Au fil de nos recherches, on s'est rendu compte que la contraception masculine restait une vraie zone d'ombre. Les mentalités changent doucement, la recherche avance et les industries commencent à s'y intéresser sérieusement. On n'a jamais été aussi proche d'une solution, mais il faudra encore patienter des années. L'espoir persiste dans une attente presque interminable.